Soyons clairs. Le mariage entre Lewis Hamilton et Ferrari devait mettre fin à un jeûne qui dure depuis des décennies pour Ferrari, qui n'a pas encore remporté de titre. Le dernier titre pilote remporté par Ferrari remonte à 2007 avec Kimi Räikkönen, donc Hamilton avait été appelé pour ramener Ferrari à gagner le titre. Mais à ce jour, la situation est plus décevante qu'autre chose et certaines sources internes disent que cela pourrait être le dernier contrat de Hamilton chez Ferrari. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi cela pourrait être le dernier contrat de Hamilton qui pourrait le remplacer. Nous devons voir les déclarations de Benedetto, Vigna et Vasseur sur la fin de saison chez Ferrari et aussi sur 2026. Nous parlons également du crash gate de Massa, de la situation du second pilote Red Bull, car Tsunoda est à la limite. Il est à un carrefour et pourrait être remplacé par Lindblad. Avant de commencer, je vous recommande de laisser un like de soutien. Cela ne vous coûte rien, mais pour moi cela fait une énorme différence. Je vous remercie de tout cœur pour tous les messages de soutien. Et maintenant, commençons tout de suite. Cela devait être le grand pari de 2025. Hamilton chez Ferrari, après une vie chez Mercedes, pour terminer sa carrière avec le rêve de revêtir le rouge et de ramener à Maranello un titre qui manque depuis trop longtemps. Mais la réalité jusqu'à présent a été très différente. 0 podium en 20 courses et 64 points de retard sur Leclerc. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a une adaptation qui n'a jamais vraiment décollé. Hamilton a remporté seulement une course sprint, celle en Chine, mais il a ensuite été disqualifié après la course pour avoir eu un problème avec le fond de la SF25 usée au-delà de la limite. Un épisode qui a mis en lumière l'un des plus grands problèmes techniques de la Ferrari de cette année, le compromis sur la hauteur de caisse. Pour éviter de toucher le sol et d'endommager le fond, l'équipe a dû relever la voiture, sacrifiant ainsi beaucoup de charges aérodynamiques. Traduette. Moins d'adhérence, plus de difficultés en courbe et surtout moins de vitesse globale. Mais pendant ce temps, de l'autre côté du garage, Leclerc est redevenu compétitif. Il a remporté 7 podiums cette saison, le dernier au Mexique, et une affinité avec la SF25 qui semble s'améliorer course après course. Et c'est précisément cette confrontation interne, impitoyable dans les chiffres, qui aurait poussé certains hommes clés chez Ferrari à ne plus croire au projet Hamilton à long terme. Selon ESPN, plusieurs hauts responsables de Maranello auraient déjà décidé de ne pas proposer un renouvellement à la fin du contrat actuel. Un contrat de 57 millions de dollars par an, signé en 2024 et valable au moins jusqu'à la fin de 2026. Mais attention, car la situation est encore plus compliquée que cela. En effet, la Gazzetta dello Sport avait déjà révélé en août que dans le contrat de Hamilton existe une clause unilatérale qui lui permettrait de prolonger jusqu'en 2027, même sans le consentement direct de l'équipe. En pratique, si Hamilton voulait rester, Ferrari aurait peu à dire. Une clause définie comme controversée dans le paddock. Mais la vérité est qu'avec une saison aussi décevante, il est difficile d'imaginer que Hamilton veuille vraiment rester une année de plus dans ces conditions. Et pourtant, du moins en parole, le septuple champion du monde ne semble pas avoir l'intention de lâcher prise. Dans une interview à l'équipe, il a déclaré « Je n'ai aucune intention de m'arrêter bientôt ». Et en fait, il a raconté avoir envoyé plusieurs documents à Ferrari pour proposer des modifications sur la façon de travailler de l'équipe, sur la communication interne et sur la gestion des week-ends de course. Nous avons vu plusieurs documents envoyés à Maranello et nous en avons parlé au cours de l'année. Une approche de leader, de pilote qui veut changer les choses de l'intérieur, pas d'un pilote qui veut déjà prendre sa retraite l'année prochaine. Hamilton l'a clairement dit. Il ne veut pas répéter les erreurs d'Alonso et Vettel, deux grands champions arrivés à Maranello avec le même objectif, mais jamais parvenus à remporter ce titre mondial. Parmi ces documents figureraient des suggestions sur la manière d'améliorer la voiture, mais aussi sur les stratégies de qualification et la préparation des pneus. Justement, à Singapour, par exemple, Hamilton avait critiqué la décision de l'équipe de faire attendre les deux Ferrari au fond de la voie des stands, provoquant une baisse de la température des pneus et une détérioration conséquente des tours rapides. Un détail, oui, mais en Formule 1, les détails font la différence entre un podium et une autre course anonyme. Et donc la vraie question est une. Cette histoire entre Hamilton et Ferrari est-elle déjà arrivée à son terme ? Pour l'instant, personne à Maranello n'a parlé ouvertement de rupture, mais les rumeurs se multiplient et les chiffres n'aident pas. Leclerc porte l'équipe, Hamilton est en difficulté et la pression augmente de semaine en semaine. Et le sentiment est que Ferrari a parié sur un rêve plus médiatique que technique. Un coup d'image qui, cependant, n'a pas encore apporté de résultats concrets. Et si 2026 ne commence pas différemment, les chemins entre Hamilton et Maranello pourraient se séparer bien avant prévu. Et honnêtement, la comparaison avec Leclerc est impitoyable. Le Monégasque a remporté 7 podiums cette saison, Hamilton 0. Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire qu'un pilote atteigne 20 courses chez Ferrari sans remporter un podium. Et il est compréhensible qu'un septuple champion du monde doive s'adapter au style de conduite de la Ferrari, de la SF25, qui est très particulier dans sa conduite, et nécessite un style de conduite plus surviveur. Mais en même temps, oui, tu as conduit une Mercedes pendant plus de 10 ans, mais bon sang, tu es un septuple champion du monde. Tu dois y remédier. Et il est normal d'avoir des doutes sur le renouvellement du contrat Hamilton. En 2027, Lewis Hamilton aura 42 ans. Rarement dans l'histoire de la Formule, un moderne, avons-nous vu des pilotes atteindre plus de 40 ans au volant d'une monoplace. Bien sûr, il y a le cas emblématique de Fernando Alonso. Et souvenons-nous que depuis 1970, avec Jack Brabham, personne n'a réussi à gagner une course après 42 ans.
D'autre part, au Mexique, nous avons vu Oliver Berman très bien faire, arriver 4e à l'arrivée, et cette saison, les Nas sont 3e. Il est en train de convaincre. En effet, celui qui pourrait prendre la place de Hamilton est justement Oliver Berman, le jeune talent de la Ferrari Driver Academy qui avait déjà surpris tout le monde en 2024 lorsqu'il avait remplacé Sainz en Arabie Saoudite à Jeddah, et aujourd'hui il est protagoniste absolu avec Haas. Déjà à cette occasion, il avait marqué des points avec une Ferrari qui n'était pas la sienne, alors que cette saison avec Haas, il a beaucoup progressé. Sa 4e position au Mexique, la meilleure de l'équipe depuis des années, l'a propulsé devant Ocon au classement, qui est un adversaire redoutable. Et par coïncidence, son contrat avec Haas expire justement fin 2026. Un timing parfait si Ferrari devait vraiment libérer un siège. Et voici la partie la plus intéressante. Depuis des mois, Vasseur et la direction de Ferrari insistent sur le concept de construire pour l'avenir. Mais quel avenir pouvez-vous construire avec un pilote de 42 ans qui n'a même pas réussi à monter sur le podium en 20 courses? Cela ressemble un peu à une provocation et il faut avoir le plus grand respect pour Lewis Hamilton, pour ce qu'il a accompli ces dernières années. Mais cette question circule dans les couloirs de Maranello depuis des semaines, car la vérité est que Hamilton a apporté image, sponsor et visibilité mondiale. C'est l'un des pilotes les plus appréciés dans le paddock. Vous savez que c'est mon pilote préféré après Ayrton Senna, mais d'un point de vue sportif, le choix n'a pas encore payé. Bien sûr, la principale faute revient à la monoplace à la voiture à Ferrari. Et avec Leclerc en place comme leader technique et charismatique de l'équipe, la position de Hamilton risque de devenir insoutenable. D'autre part, il faut attendre 2026, car peut-être qu'avec une Ferrari compétitive, nous pourrons retrouver le Hamilton, que nous avons vu par le passé se battre pour les titres mondiaux et mettre à l'épreuve Verstappen en 2021, lorsque Hamilton a perdu le titre à cause d'une erreur de la fédération qui restera dans les livres d'histoire. Le Britannique, quant à lui, n'a jamais caché les difficultés d'intégration. Il y a quelques semaines, il a parlé ouvertement des différences culturelles entre Mercedes et Ferrari. Une manière élégante de dire que la façon de travailler, de communiquer, de prendre des décisions à Maranello est très différente de celle à laquelle il était habitué. Et s'adapter à 40 ans n'est pas facile. Mais le champion est toujours là. Hamilton est compétitif, motivé. Après la pause estivale, je l'ai vu comme un nouveau pilote et il sait que l'avenir dépend de comment il abordera 2026. Parce que si les nouvelles règles venaient à égaliser les performances, un retournement de situation reste toujours possible. D'ailleurs, rappelons-nous, le règlement de 2022 n'a pas été en faveur du style de conduite de Hamilton. En fait, cela lui a été défavorable. Jusqu'en 2022, il s'était senti très à l'aise en conduisant les monoplaces pré-effet de sol. Avec 2026, les monoplaces généreront moins de charge depuis le fond, et ce changement ira dans le sens du septuple champion du monde, qui se sentait mieux à conduire les voitures en 2021 ou 2020, avec beaucoup de charges aérodynamiques générées par la partie supérieure de la monoplace. Mais à ce jour, nous pouvons dire que le vent souffle dans la direction opposée. Et je veux aussi connaître votre avis. Ferrari fait-elle une erreur en ne renouvelant pas Hamilton, ou est-il juste de tout miser sur l'avenir avec Leclerc et Berman? Certainement, Ferrari doit justifier l'investissement qu'ils ont fait avec Lewis Hamilton, donc ils ne peuvent pas abandonner sitôt la voie du septuple champion du monde et doivent viser à maximiser son potentiel en 2026. Cependant, en même temps, l'idée de mettre Oliver Berman chez Ferrari devient de plus en plus concrète. Il convainc de plus en plus en devançant son coéquipier, Ocon, qui est un vétéran de la Formule 1, et également un adversaire difficile à battre. Et les comparaisons avec Charles Leclerc sont immédiates. Oliver Berman arrive également d'une équipe satellite, tout comme Charles Leclerc chez Sauber. Berman chez Haas montre également son potentiel et le détail qui fait la différence et la sensibilité qu'il a au freinage. C'est quelque chose de très rare. Il parvient à être très agressif dans les sections lentes et parvient à gérer la vitesse dans les virages rapides, ce qui est une caractéristique que peu de débutants possèdent. Mais à Maranello, ils ne cherchent pas seulement la vitesse chez un pilote. Ils veulent un talent qui parvienne également à gérer la pression, qui, comme nous le savons, est vraiment élevé chez Ferrari. En effet, dès que vous commettez une erreur, vous êtes immédiatement jugé. Dès que vous faites quelque chose de positif, vous êtes mis sur un piédestal. Et vous continuez donc à vivre des hauts et des bas dans ces montagnes russes d'émotions qui influent évidemment sur votre humeur. La bonne nouvelle pour Berman est que le temps est de son côté. Le contrat se termine fin 2026 avec un timing parfait avec la fin du contrat de Hamilton. Et Martin Brundle n'a aucun doute. Dès qu'un poste se libère chez Ferrari, Oliver Berman doit être en tête de liste. C'est un pilote qui ne gaspille pas les occasions, vous lui donnez une chance et il la saisit jusqu'au bout. Au Mexique, rappelons-nous qu'il a aussi gardé Oscar Piastri derrière lui et à certains moments, il a tenu le rythme de Max Verstappen avec Haas. Vous comprenez bien la différence entre Verstappen qui conduit une Red Bull avec des mises à jour et Berman qui conduit une Haas qui a arrêté les mises à jour depuis un certain temps. Et une autre chose que Jacques Villeneuve, champion du monde 1997, a remarqué, c'est que Berman est agressif mais toujours tout sous contrôle. Il a une perception de l'espace autour de lui que peu de jeunes ont. Mais selon vous, est-il prêt à conduire une Ferrari? Certainement. Une donnée donne à réfléchir. Lors des 6 dernières courses, Berman a été plus rapide qu'Ocon, son coéquipier, à 5 reprises. Donc, à coup sûr, à Maranello, ils observent ce pilote de près. De mon point de vue, ils ne lâcheront pas le pari Hamilton de sitôt. Chez Ferrari, au moins pour 2026, et peut-être même pour 2027, nous pourrions encore voir Hamilton en rouge.
Évidemment, parce qu'il est 7 fois champion du monde, il faut lui donner la chance de montrer son potentiel, même avec une voiture compétitive. Et on voit qu'Hamilton a encore beaucoup de faim. Cependant, en même temps, nous ne devons pas sous-estimer ces jeunes, car ils ont la possibilité de faire très bien dans les équipes officielles et sont plus forts et plus mûrs que nous ne le pensons. C'est mon impression. Cela dit, écoutons les déclarations de Benedetto Vigna après les 2 dernières courses, où Ferrari est revenu à la 2e place du championnat des constructeurs, 1 point seulement devant Mercedes et 10 points devant Red Bull. On voit que la SF25 était plus forte à Austin et au Mexique. Mais Benedetto Vigna a dit « Il y a d'autres équipes où tout tourne mieux que chez nous. Nous devons nous assurer que tous les ingrédients nécessaires pour nous faire gagner tournent correctement. » En d'autres termes, Ferrari n'est pas encore une équipe parfaite. Il y a des mécanismes qui fonctionnent par intermittence et des processus qui doivent être améliorés. En parlant des 2 podiums de Leclerc, Vigna a ajouté « C'est un signe qui nous rend heureux, mais nous devons garder les pieds sur terre. » Une citation du grand Maurizio Arrivaben qui le disait il y a des années lorsqu'il était chez Ferrari. À Maranello, ils ne veulent certainement pas se bercer d'illusions. Car oui, nous avons vu 2 courses positives. Mais nous venons d'une période négative, depuis la pause estivale. Avec le dernier éclair, si l'on veut, en Hongrie avant la pause estivale, où Leclerc était resté leader de la course pendant de nombreux tours. Et puis nous savons qu'un double podium en ce moment ne compense pas une saison en deçà des attentes. Les 4 derniers Grands Prix au Brésil, à Las Vegas, au Qatar et à Abu Dhabi seront un test décisif. Vigna a ensuite conclu: nous continuons à travailler de manière unie et cohérente, car il y a encore 4 courses, et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. En somme, Ferrari veut terminer l'année en montrant sa solidité, pas seulement des performances occasionnelles. Vasseur lui-même a déclaré: tu comprends vraiment ce qu'est Ferrari seulement quand tu y arrives. Quand tu es à l'extérieur, tu respectes la marque, mais quand tu entres, tu ressens la puissance du nom Ferrari. C'est une énergie différente. La première fois que tu arrives à la porte et que tu trouves les fans là dehors. Dès les premières heures du matin, c'est quelque chose d'incroyable. Partout où nous allons dans le monde, la moitié des fans sont les nôtres. Après la victoire à Monza, les mécaniciens sont rentrés à 1 h du matin, et il y avait encore des fans qui les attendaient. C'est une référence à la victoire de Leclerc à Monza en 2024. Cependant, cette passion est une arme à double tranchant, car cet amour des fans nous donne une énorme énergie, dit Vasseur, mais cela apporte aussi une énorme pression. Moi-même, je me mets toujours sous pression. Chez Ferrari, tu ne peux jamais te sentir satisfait. Et ce sont des mots honnêtes et très différents du langage habituel des chefs d'équipe, car Vasseur ne cache pas les difficultés, du moins en ce moment, mais les vit comme une forme de carburant, elles le nourrissent. Ferrari est le meilleur exemple de la façon dont on peut être fier de son passé, mais toujours regarder vers l'avant. Cela fait partie de la magie Ferrari, mais c'est justement cette passion qui rend Ferrari unique, et il sera intéressant de voir si cette pression que vivent Ferrari et Frédéric Vasseur lui-même parviendront à la transformer en performance sur la piste pour les 4 dernières courses de cette saison, afin de terminer 2025 au moins à la 2e place des constructeurs, de repartir en 2026 en visant le titre mondial. Je rapporte quelques phrases de Lewis Hamilton, qui a dit que son parcours d'adaptation chez Ferrari est presque terminé, et qu'il a trouvé chez Ferrari un environnement plus ouvert qu'il ne l'imaginait. Il était préoccupé par les différences culturelles chez Ferrari, mais il a réussi à s'adapter. Mais parlons de Max Verstappen, car selon Martin Brundle, Max Verstappen ne parviendra pas à être champion du monde en 2025 et le titre ira à McLaren. Verstappen a trop à rattraper et le titre 2025 sera pour McLaren. Ce sont des mots lourds. Surtout parce qu'ils viennent d'un des commentateurs les plus respectés du paddock. Et le sentiment est que cette fois, Brundle pourrait avoir raison. Jusqu'à la mi-saison, le championnat du monde semblait déjà terminé. McLaren dominait partout, Verstappen semblait hors jeu et Red Bull traversait l'une des périodes les plus difficiles de l'ère hybride. Nous avons vu le départ de Christian Horner après 20 ans chez Red Bull. Puis Max, comme toujours, a changé le cours de l'histoire. Il a remporté 3 victoires lors des 6 dernières courses, une série de podiums constants et une remontée qui l'a ramené à seulement 36 points de Lando Norris, avec 4 courses et 2 sprints encore à disputer. Est-ce une entreprise possible? Sur le papier, oui, mais Brundle n'est pas d'accord. Compte tenu de la situation actuelle, je pense que Max a trop de choses à faire. McLaren sera plus rapide dans au moins 2 des 4 dernières courses et Max n'a personne pour l'aider là devant, à moins qu'il y ait Ferrari ou même Mercedes. Brundle explique que sur les circuits restants, McLaren est la favorite, surtout au Qatar et à Abu Dhabi, des pistes parfaites pour leur aérodynamique et pour la gestion des pneus. Et en effet, après le Mexique, Lando Norris est revenu en tête du championnat du monde, dépassant Piastri d'1 seul point, avec Verstappen juste derrière. Maintenant, soyons clairs, la lutte entre les 3 là devant est une lutte psychologique. Norris, Piastri et Verstappen se défient également dans la gestion de la pression et Max, pour la première fois après des années, n'est plus le maître absolu de la situation. Et évidemment pas de sa faute, mais à cause de la monoplace qu'il conduit. Cependant, il a lui-même admis lors d'une conférence post-course. J'ai perdu 10 points face à Lando, a dit Max. J'avais dit que pour gagner, il fallait un week-end parfait, et ce n'était pas le cas. Nous ne sommes pas rapides dans toutes les conditions, et nous devons comprendre pourquoi. C'est un Verstappen lucide, conscient que Red Bull, cette année, n'est plus imbattable. Brundle l'a affirmé. À moins que Norris et Piastri ne compliquent leur vie eux-mêmes, le titre restera chez McLaren.
Max aurait besoin de gagner 12 ou 15 points par week-end, et c'est tout simplement trop. Et Jacques Villeneuve s'est prononcé plutôt sur le coéquipier de Max Verstappen, à savoir Yuki Tsunoda, disant qu'il est déjà en déclin. Au début, il y avait Liam Lawson aux côtés de Verstappen, appelé en urgence pour remplacer Perez, mais ensuite, après seulement 2 courses, il a été rétrogradé chez Racing Bulls. Et ainsi, Red Bull a décidé de miser sur Yuki Tsunoda, espérant que son expérience pourrait apporter de la stabilité, mais selon Villeneuve, ce choix s'avère être une erreur. Au Mexique, Tsunoda a terminé 11e à un pas des points, mais très loin de Verstappen. Et Villeneuve n'est pas d'accord, a-t-il dit. Je ne comprends pas comment une équipe peut dire que c'était un bon week-end pour Tsunoda. Yuki est encore trop loin de son coéquipier, il n'apporte pas de résultats, pas de points. Il n'aide pas Verstappen ni même Red Bull dans la lutte pour le titre. Et pour 2026, nous ne verrons probablement pas Tsunoda chez Red Bull, d'autant plus que Red Bull l'a mis comme pilote officiel grâce au partenariat avec Honda, qui voulait un pilote japonais dans l'équipe. Nous verrons en 2026 qui sera le coéquipier de Verstappen. Les noms les plus probables sont Isaac Hadjar et Liam Lawson, mais attention aussi à Arvid Lindblad, car il n'a que 17 ans, mais après les essais libres du Grand Prix du Mexique, il a réussi à étonner tout le monde. Et Helmut Marko, pour une fois, ne s'est pas retenu dans ses compliments. Pendant le FP1 de Mexico, Lindblad a pris le volant de la RB21 à la place de Verstappen. Il n'a commis aucune erreur et a terminé 6e à seulement 0,6 du meilleur temps de Leclerc. Mais la chose la plus intéressante concerne les déclarations de Helmut Marko, qui a dit « Les indications ont été impressionnantes. Nous sommes vraiment contents de lui. Pour Arvid, la situation était difficile, on lui a dit de ne pas craquer. Mais il a fait un excellent travail, il a été le débutant le plus rapide et a montré une grande maturité pour son âge. Il fera très probablement ses débuts chez Racing Bull l'année prochaine, et donc l'un des 2 pilotes de Racing Bulls ira chez Red Bull. Cependant, Lindblad semble aujourd'hui être l'avenir de Red Bull, même après Max Verstappen. Et je veux évidemment commenter également le recours intenté par Felipe Massa, car Massa a déclaré que Ferrari lui avait demandé de se taire. En effet, le procès lié au Crashgate de 2008 a commencé. Le Brésilien a également impliqué Ferrari. Tout part de ce fameux Grand Prix de Singapour 2008, le jour où Nelson Piquet Jr. s'est volontairement écrasé contre le mur, déclenchant une safety car et changeant le cours de la course et aussi de l'histoire. À cette occasion, Alonso, coéquipier de Piquet chez Renault, a profité de la situation pour remporter la course. Massa, quant à lui, qui dominait jusqu'à ce moment-là, a tout vu s'évaporer à cause d'une erreur au stand. À partir de là, le titre mondial est passé entre les mains de Lewis Hamilton pour un seul point. Et aujourd'hui, plus de 15 ans plus tard, Massa est de retour au combat. Il a porté l'affaire devant les tribunaux, demandant une indemnisation de 82 millions de $, convaincu que cet épisode avait compromis un championnat du monde qui aurait pu être le sien. Mais la vraie bombe est arrivée lors de son témoignage. Massa a raconté pour la première fois ce qui s'est passé à l'intérieur de Ferrari. Todd m'a appelé dans son bureau et m'a dit que Nelson Piquet Jr. s'était écrasé exprès, mais je ne l'ai pas cru parce qu'il n'y avait pas de bonne relation entre lui et Briatore. Puis, des mois plus tard, Massa a rencontré Briatore à Bahreïn. Je lui ai demandé si c'était vrai, il a nié, mais j'ai tout de suite compris qu'il mentait. Cependant, le détail le plus sensationnel vient après. Chez Ferrari, mes déclarations sur le fait qu'Alonso était au courant de tout n'ont pas plu. Et pour cela, j'ai été réprimandé. Et c'est une accusation directe contre l'écurie. Selon Massa, Ferrari lui aurait demandé de rester silencieux, de ne pas alimenter les polémiques pour protéger les relations politiques dans le paddock. Et c'est précisément ce qui devient aujourd'hui l'un des points les plus délicats du procès. Que savait vraiment Ferrari et qu'a-t-elle décidé de ne pas dire? D'autre part, la FIA et Ecclestone ont répondu comme prévu. Trop de temps s'est écoulé et Massa lui-même, disent-ils, a commis plusieurs erreurs cette saison-là. Mais le Brésilien ne renonce pas. Il veut que le préjudice moral et sportif soit reconnu et n'exclut pas que de nouveaux documents et témoignages inédits puissent émerger de ce procès. Le Crashgate est déjà en soi l'un des scandales les plus lourds de l'histoire de la Formule 1. Il se rouvre maintenant avec un nouveau chapitre. Et pour la première fois dans la ligne de mire, il n'y a pas seulement Renault, mais aussi Ferrari. Et déjà en 2021, nous avons vécu le scandale du championnat volé à Lewis Hamilton en raison de la décision de Michael Masi de relancer la course lors du dernier tour. Et selon Toto Wolff, à cette occasion, ils auraient gagné devant n'importe quel tribunal, mais ils ont décidé de ne pas poursuivre pour ne pas changer l'issue du résultat sportif. Nous verrons également comment se déroulera le procès de Massa, qui accuse directement Ferrari. Mais je suis curieux de connaître votre opinion sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Ici Rastro, c'est tout. On se voit dans une prochaine vidéo.